Bien, mesdames, messieurs, bonjour. Bienvenue à ce troisième cours de cette année sur les enhancers, séquences enhancers. La semaine passée, nous avons terminé de voir un peu comment on pouvait trouver, valider fonctionnellement ces séquences enhancers. On a parlé de pièges à enhancers, dont la forme la plus aboutie vous a été présentée, ce qu'on appelle le StarSec. Vous vous souvenez, cette méthode par laquelle on peut, d'une façon relativement non biaisée, c'est-à-dire en considérant tout le génome, sans a priori, introduire des séquences dans une partie codante d'un système de détection, et par conséquent, introduire un critère fonctionnel dans la sélection de ces séquences. Et aujourd'hui, nous allons voir une autre approche qui, je dois vous le dire, est vraiment l'approche qui est probablement la plus utilisée aujourd'hui. Et c'est toute une série d'approches, en fait, qui sont définies par un ensemble de caractéristiques moléculaires. Ce sont des méthodologies à très haut débit qui concernent principalement l'étude épigénétique de la chromatine et de sa structure. J'aimerais dire que sur les 7-8 dernières années, j'ai touché ici et là certaines de ces technologies. Je pense que c'est tout de même utile d'en rappeler vraiment les caractéristiques de base, de fonctionnement de base. Ce sont des approches, en fait, qui en elles-mêmes, contrairement à l'approche StarSec, ne contiennent pas d'éléments fonctionnels. Aucune des approches que je vais vous présenter aujourd'hui ne se termine par une approche fonctionnelle. Oui, effectivement, cette séquence fonctionne comme. Mais ce sont des approches qui, quand on les coalesce, quand elles convergent de différentes façons, on arrive à une certitude de probabilité fonctionnelle qui est telle qu'on va estimer que ces séquences, effectivement, sont fonctionnelles. Ce n'est pas toujours le cas, d'ailleurs, et je pense qu'il faut toujours garder cela à l'esprit. Alors évidemment, toutes ces approches sont dépendantes de la structure de la chromatine. Très brièvement, j'aimerais vous rappeler que l'ADN, qui est ce polymère absolument incroyable, n'est pas trouvé de façon pure dans un noyau. C'est une molécule qui est enrobée, qui est couverte de protéines de tout genre. C'est une molécule qui est empaquetée de façon très dense, pour une raison très simple, c'est qu'il y a à peu près 2 mètres d'ADN linéaire dans chaque noyau de chacune de nos cellules. Donc il va s'agir de faire rentrer ces 2 mètres linéaires dans un noyau microscopique. On ne peut évidemment pas le rentrer de façon aléatoire, simplement une question théorique, parce que, comme vous le savez, cette chromatine va devoir fonctionner de façon très précise dans des cellules différentes, de façon différente. Donc on ne peut pas évidemment penser à un système où tout serait mis comme une sorte d'agrégat aléatoire et qu'on rentre ça dans un noyau. Donc c'est tout basé sur un système d'enroulement. Il peut y en avoir 2, 3, 4, voire même 5. Et ce système d'enroulement, vous le voyez très bien sur cette diapositive, où vous avez là un chromosome, avec les 2 chromatides, une échelle d'à peu près 700 nanomètres d'épaisseur. Si on attrape un morceau de ce chromosome et qu'on le tire, on va d'abord avoir des fibres d'une épaisseur d'à peu près 300 nanomètres. Et puis ces fibres, elles sont constituées d'une scaffold, d'une partie centrale, de laquelle vont sortir des loops, des boucles. Ces boucles, elles ont une taille d'à peu près 300, cette fibre a une taille d'à peu près 300 nanomètres. Ces boucles, en fait, ont été vues il y a fort longtemps par microscopie électronique, dans les années 70 déjà. Et puis, si on continue à tirer cette fibre, on va avoir un dernier enroulement qui va être cet enroulement de l'ADN lui-même sur des petits complexes moléculaires qu'on appelle des histones,
C'est ce que vous voyez là. Les histones sont des agrégats de 8 protéines différentes. On a 2 protéines qu'on appelle les histones 2A, 2 protéines histones 2B, 2 protéines histones 3 et 2 protéines histones 4. Ces protéines forment un petit agrégat et l'ADN va s'enrouler à peu près 2 tours et demi, une distance en gros de 150 paires de bases. Donc c'est un tout petit agrégat en fait. Donc on a cet enroulement primaire qui est celui de l'enroulement des histones qui vont eux-mêmes s'enrouler pour donner ce deuxième niveau, qui va s'enrouler lui-même pour donner ce troisième niveau, etc., etc. Ce sont évidemment des structures, les nucléosomes, qui sont assez flexibles et qui vont, dans un état natif, empêcher des protéines extérieures de venir contacter l'ADN. Et par conséquent, les séquences de régulation qui doivent fonctionner à un moment donné vont devoir écarter, enlever, évincer ces nucléosomes pour que l'ADN soit disponible. Et le fait que le côté fonctionnel de ces séquences demande d'enlever ces nucléosomes va être utilisé pour toute une série de méthodes analytiques qui vont permettre de détecter cet écartement de nucléosomes. Avant que j'en vienne à cette méthode, j'aimerais vous dire que ces histones ont en fait des structures un peu globulaires, avec toutefois une queue, on appelle une queue qui sort, qui va être en contact avec l'extérieur et qui par conséquent va pouvoir être contactée par des enzymes, on verra d'où viennent ces enzymes, qui vont pouvoir modifier chimiquement cette queue. Par rajout, par exemple, de groupes méthyl, de groupes acétyl, peu importe, il y a de très nombreuses possibilités. Et donc, si l'on regarde cette queue de l'histone, dans ce cas précis de l'histone H3, on va voir que certains acides aminés vont pouvoir être modifiés. Et ce qu'il y a vraiment d'intéressant dans cette observation, c'est que ces modifications d'acides aminés vont illustrer, vont être associées à des états actifs ou inactifs de la chromatine. Alors, je vous montre par exemple un acide aminé ici, qui est ce lysine en position 27, ce K, qui est beaucoup utilisé parce que différentes modifications de cet acide aminé vont refléter soit un état de chromatine actif, quand ce résidu est acétylé, soit un état de chromatine inactif, quand ce résidu est triméthylé, quand il y a 3 groupes méthyl qui sont rajoutés sur ce résidu lysine. Alors cette propriété qu'ont certains enzymes de modifier ces résidus sur la queue des histones, en fait, peuvent permettre la détection des séquences ADN où ces modifications se font. Et cette détection se fait par une technologie que j'ai eu l'occasion de vous présenter déjà plusieurs fois, qui est donc une immunoprécipitation de la chromatine suivie par de la séquence. En fait, la détection de ces modifications se fait exactement de la même façon que la détection de n'importe quelle protéine qu'on souhaite voir sur l'ADN. Une protéine de régulation, mais aussi une protéine qui n'a rien à voir avec la régulation. Simplement, une protéine qui est liée à l'ADN, ça peut être sur quelques sites ou sur des dizaines de milliers de sites. Comment peut-on faire pour identifier les sites d'ADN sur lesquels cette protéine est posée? Alors c'est une méthodologie, je vais vous la répéter rapidement pour que ce soit clair. Vous voyez ici un exemple où l'on a 2 protéines, une bleue et une orange verte. Ces protéines sont liées à un site particulier de l'ADN. Alors ce que l'on va faire, c'est simplement faire un cross-linking chimique, une opération chimique qui va renforcer les liaisons entre cette protéine et l'ADN qu'elle lie.
pour pas qu'elles se détachent de ces séquences d'ADN. On va fixer cette configuration. Et puis ensuite, on va casser l'ADN en petits morceaux. Et donc, on va se retrouver avec deux protéines, que vous voyez là, qui vont avoir collé des petits morceaux d'ADN, qui en fait sont les morceaux d'ADN auxquels cette protéine était liée avant le coupage de cet ADN. On va maintenant pouvoir immunoprécipiter, pour autant qu'on ait un anticorps qui reconnaisse soit la protéine qu'on cherche à localiser, soit une modification d'un résidu qu'on cherche à localiser, etc. C'est toujours le même principe. Il faut un anticorps. L'anticorps va aller repêcher cette protéine, dans ce cas particulier. On va pouvoir isoler toutes ces protéines avec leurs petits morceaux d'ADN. Ensuite, on va relâcher le contact entre l'ADN et la protéine. Et puis, on va terminer avec une librairie d'ADN qu'on va pouvoir séquencer et qu'on va pouvoir aligner sur un génome ou une partie du génome qui nous intéresse pour voir où mappent ces petits morceaux d'ADN. Voilà, ça c'est une immunoprécipitation de la chromatine suivie de séquences. En jargon, on appelle ça un ChIP-seq. Et je vous montre ici un exemple des différents types de profils qu'on peut obtenir lorsque l'on met en œuvre cette approche, soit sur une protéine particulière, soit sur une modification de la queue de l'histone H3. Et on voit que les profils sont très différents. Alors, peu importe ce que je vous montre ici, ne regardez que les profils. Vous voyez sur la ligne du haut qu'on a ici à peu près une centaine de kilobases en distance, et on a des pics très nets qui reflètent en fait la position sur cet intervalle d'ADN d'une protéine qui s'appelle CTCF, sur laquelle on reviendra plus tard, mais peu importe. Vous voyez qu'elle est très fortement liée ici, 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 alors qu'il n'y a pas de liaison dans cette partie-là. Ça, c'est vraiment un profil typique de cette immunoprécipitation de chromatine suivie de séquence lorsque l'on regarde la présence d'une protéine particulière sur l'ADN, sur la chromatine. Quand vous regardez la présence d'une modification de la chromatine, d'une modification d'un résidu sur la queue de l'histone H3, le profil est un peu différent puisque, en fait, dans cette région-là, qui visiblement est une région active, puisqu'on a ici l'acétylation de la lysine 27, vous voyez que c'est vraiment une accumulation de signal parce que, en fait, la majorité des histones dans cette région vont être acétylés. Donc vous allez avoir beaucoup de séquences d'ADN sur cette région qui vont être immunoprécipitées avec cette modification. Donc l'aspect de ces profils, les aspects de ces profils sont différents, mais en fait ils relèvent exactement de la même technologie, c'est simplement d'aller repêcher les séquences d'ADN, soit qui sont liées par cette protéine, soit des séquences dont qui sont associées à des histones qui sont modifiées par l'ajout d'un groupe acétyl sur la lysine 14, qui est donc un signe d'activité. De ce profil-là, on peut conclure que cette région de l'ADN, ces 50 kilobases, sont actives, il se passe quelque chose. Peut-être de la transcription, peut-être une série d'enhancers, mais il se passe quelque chose. Alors vous voyez que la région qui est juste adjacente, ici, il ne se passe rien. Il n'y a pas grand-chose. Et en fait, si on répétait cette expérience en utilisant cette fois un anticorps contre la triméthylation de cette même lysine 27, on aurait un profil exactement inverse. On aurait ici beaucoup de signaux, parce que cette région est inactive, et ici, on n'aurait pas de signaux parce que cette région est active. Donc on peut, en combinaisant ces différents types de ChIP-seq, avoir une idée d'où la chromatine est active ou une idée d'où des protéines particulières lient l'ADN. Alors certaines de ces modifications, et c'est la raison pour laquelle je vous en parle, sont trouvées relativement spécifiquement sur les séquences enhancers.
généralement, on les voit aussi ailleurs, on peut faire des recoupements entre plusieurs types de modifications pour arriver à une conclusion sur une séquence enhancer avec une probabilité que cette séquence vraiment soit une séquence enhancer qui est assez haute en fait. Et on peut donc utiliser ces modifications épigénétiques pour aller rechercher ces séquences enhancer. Et vous voyez tout de suite l'avantage, c'est qu'on peut aller vraiment à très haut débit sur des génomes entiers d'une façon qui est relativement peu biaisée. Alors, un des premiers exemples de l'utilisation de ces modifications, c'est justement un exemple intéressant parce que c'est intermédiaire à ces deux profils, puisque c'est une publication à l'époque du groupe de Eddie Rubin, de Len Pennacchio et d'Axel Wiesel, une publication qui va cartographier non pas une modification d'une queue de l'histone H3, mais la présence d'une enzyme qui est responsable de cette modification, qui s'appelle P300, qui est une acétyltransférase, donc qui est une enzyme qui va rajouter un groupe acétyl à certains résidus protéiques. L'idée étant que où cette enzyme se trouve sur la chromatine, eh bien, elle va travailler, elle va rajouter des groupes acétyl, et donc on est dans une région qui a des caractéristiques positives d'activation. Et donc ce que vont faire ces auteurs, c'est de prendre 3 échantillons différents, de disséquer des fœtus avec des bourgeons de membres, ici, chez la souris, avec une partie du futur télencéphale, donc du cerveau antérieur, et puis une partie du futur mésencéphale, midbrain, donc une partie du cerveau moyen. Le choix de ces échantillons, c'est assez intéressant en fait. L'idée étant d'avoir 2 échantillons qui sont différents mais qui sont quand même relativement comparables. C'est 2 échantillons de futurs cerveaux mais un peu différents. Et un échantillon qui est vraiment très différent pour pouvoir ensuite comparer la présence des pics de cette acétyltransférase. Alors vous voyez ici que à peu près 2000 séquences vont être isolées, donc des pics vont être isolés pour les bourgeons de membres, 2400 pour le télencéphale et 560 pour le mésencéphale. Je dois vous avouer qu'aujourd'hui, en utilisant d'autres technologies, on arrive à des chiffres qui sont beaucoup plus élevés. C'était déjà une première estimation du nombre potentiel de séquences régulatrices qu'on va trouver à ce stade dans ces cellules. Ces auteurs vont donc comparer où se trouvent ces pics. Et la première chose qu'ils vont faire, c'est de prendre ces séquences et d'en vérifier l'activité fonctionnelle pour beaucoup de cas. En fait, c'est peut-être difficile de refaire ces expériences aujourd'hui en souris. Donc de prendre plusieurs de ces pics présents dans le mésencéphale, plusieurs de ces pics présents dans le télencéphale ou dans les membres, de les introduire dans un système reporter, fluorescence, souris classique, dont je vous ai parlé la première leçon, et puis de regarder si effectivement ces séquences ont une activité enhancer. Et en faisant cela, vous voyez que pratiquement 80% des séquences qui sont isolées à partir de la localisation de cette enzyme donnent une expression dans le tissu à partir duquel cette enzyme a été mappée. Donc une très bonne correspondance fonctionnelle. Ce qui est intéressant, c'est de voir que quand ils comparent ce pourcentage avec le pourcentage de transgènes exprimés dans le cerveau qui sont dérivés uniquement de la comparaison des séquences entre l'homme et la souris. Vous vous souvenez, on en a discuté lors de la première leçon, puisque au tout début de l'analyse de ces enhancers, la façon dont ils étaient isolés était par comparaison de séquences. On alignait une séquence humain-souris, on se disait, voilà, les séquences conservées sont soit des gènes,
soit les séquences qui régulent les gènes. Eh bien, quand ils prennent uniquement la comparaison de séquences comme critère, vous voyez qu'ils n'ont guère qu'entre 5 et 20% d'activité. Donc ce n'est pas un critère qui est très fort. Par contre, comme vous allez le voir ici, toutes les séquences qui ont une activité enhancer fonctionnelle sont conservées. Mais toutes les séquences conservées n'ont pas d'activité enhancer fonctionnelle. Alors ce que vous voyez là, c'est quelques résultats, ce sont des locus différents. Vous voyez que dans le télencéphale, c'est ici un signal très fort qui est absent du mésencéphale, absent des membres. Ça, c'est un cas de figure. Vous voyez un autre cas de figure où vous avez un signal dans le télencéphale, dans le mésencéphale, ici et ici. Ça veut dire que vraisemblablement, la même séquence enhancer fonctionne à la fois dans le cerveau moyen et dans le cerveau antérieur. Ce n'est pas étonnant parce que, comme je vous le disais, ce sont des structures qui, du point de vue embryologique, sont quand même très proches l'une de l'autre. Par contre, vous voyez aucun cas où on a en même temps l'expression, la présence de cette enzyme à la fois dans les bourgeons des membres et dans le cerveau, parce que là, on est vraiment dans quelque chose de trop éloigné. Donc, on est sur des enhancers qui sont différents les uns des autres. Et voilà, vous avez ici les résultats de ces transgènes, de l'analyse fonctionnelle. Et ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que vous voyez qu'à chaque pic qui correspond, que ce soit dans le télencéphale, que ce soit dans le mésencéphale, etc., on a en dessous, en noir, une bonne conservation de séquence. Ici, vous avez en fait ce pic vous dit que la séquence entre la souris et l'homme est relativement bien conservée. Mais vous voyez également qu'il y a énormément d'autres pics de conservation de séquences ici qui, évidemment, n'ont pas d'activité, n'ont pas été repêchés par la position de cette acétyltransférase. Donc, ce n'est pas un bon critère pour aller repêcher des séquences enhancers ayant une activité fonctionnelle. Et ces auteurs concluent à l'époque, le résultat indique que la cartographie in vivo des sites de liaison P300 est un moyen précis pour identifier les enhancers et leurs activités. Ces résultats suggèrent que de tels datasets seront utiles, etc. Alors c'est vrai que ce genre de datasets ont été et sont toujours extrêmement utiles pour trouver, pour analyser la logique, la topologie des enhancers. C'est vrai également qu'on n'utilise plus tellement cette protéine P300 parce que simplement elle a été remplacée par des systèmes qui sont à plus haut débit et qui sont plus précis. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, une autre approche pour isoler ces séquences, qui est souvent utilisée en combinaison, en fait, c'est de capitaliser sur le fait que pour agir, un enhancer doit pouvoir se faire de la place, doit pouvoir accéder, doit être accessible à des facteurs de transcription qui vont venir lier, se coller sur cet enhancer. Pour que cette séquence d'ADN soit accessible, il faut un déroulement ou une éviction des nucléosomes qui sont soit dessus, soit qui l'entourent. Vous avez ici une image d'un classement, une sorte de 3 états de la chromatine en fonction de la densité des nucléosomes. On a ici un morceau d'ADN qui est fermé, qui n'est pas accessible. Même si une séquence enhancer se trouve à l'intérieur, eh bien, elle ne pourra pas être reconnue par des facteurs. Vous avez au centre un état de chromatine qu'on va appeler permissif, c'est-à-dire où des premiers facteurs vont pouvoir commencer à arriver et vont pouvoir soit écarter un peu les nucléosomes, soit carrément les évincer pour faire de la place. C'est ce que l'on va appeler des facteurs pionniers, on va revenir là-dessus dans quelques minutes. Et puis un troisième état où la chromatine va être ouverte, vous voyez ici la distance maintenant entre les nucléosomes, et ici vont pouvoir venir se positionner des facteurs, etc. Cette distance entre les nucléosomes, on peut la quantifier. On peut la quantifier à très haut débit par cette approche de attaque sec, que là encore, dont je vous ai parlé il y a 2 ans déjà, qui est donc un essai
pour l'accessibilité à un transposon, etc. Attaque sec. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'utiliser un transposome qui est un dérivé du transposon TN5 et qui est capable de faire ce que l'on appelle de la tagmentation. La tagmentation, c'est un mélange entre une fragmentation de l'ADN, couper l'ADN, et un tag de l'ADN. On va le couper et le marquer. Tagmentation. Ce transposon va venir s'installer sur la chromatine, préférentiellement dans les endroits qui sont un peu relâchés, mais aussi ailleurs, va couper l'ADN et le taguer. Quand les nucléosomes sont empaquetés, eh bien, pas grand-chose va se produire, peut-être même de tout petits fragments vont être produits. Quand les nucléosomes sont éloignés, on va pouvoir produire un morceau d'ADN, celui-ci, parce que vous allez avoir ici 2 transposons, tagmentation, production de ce morceau d'ADN qui est tagué. Dès lors, ce morceau d'ADN, on va pouvoir l'amplifier et le séquencer. Il n'y a pas de transcription inverse, comme dans le cas des ARN, dont je vais vous parler dans une minute. Il n'y a pas de grosses étapes de fixation, donc c'est important pour ce que je vais vous dire tout de suite. Donc c'est une approche qui est relativement douce, en fait, pour la cellule ou pour les noyaux. On va séquencer ces fragments-là, et donc on va avoir une surreprésentation de fragments d'ADN qui correspondent à des régions qui sont des régions accessibles. C'est ça le but de l'attaque sec. Pas d'anticorps, pas d'extraction, pas de sonication. Et puis évidemment, un avantage qui est vraiment non négligeable, c'est que lorsque vous allez avoir un pic d'attaque sec, c'est-à-dire un pic qui correspond à une région qui est ouverte de la chromatine, une micro-région qui est accessible, on va pouvoir aller voir dans ce pic la séquence d'ADN pour voir si elle contient des séquences connues pour lier tel ou tel facteur de transcription. Donc c'est une approche qui est vraiment extrêmement puissante dans le sens où elle donne plusieurs types d'informations. À la fois, elle vous dit où les régions sont accessibles, et elle peut aussi vous dire qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur des régions accessibles. Quand on compare le type de pic qu'on obtient par une attaque sec ou par une chip sec que je viens de vous décrire tout à l'heure, on voit évidemment une différence quand on regarde soit une chip sec d'une protéine liée à l'ADN ou de modification des histones. Imaginez que si vous avez une protéine qui est liée exactement sur cette partie-là, eh bien vous allez avoir un résultat en attaque sec qui va correspondre au résultat de chip sec de cette protéine, puisque c'est le même fragment d'ADN que vous allez obtenir, les mêmes fragments de micro-fragments d'ADN. D'accord ? Par contre, lorsque vous regardez un résultat obtenu après immunoprécipitation d'une modification d'une histone, comme je vous montrais tout à l'heure, K27, triméthyle, etc., on va avoir une distribution des petits fragments d'ADN, des reads, qui va être un peu différente, parce que dans le cas de l'attaque sec, on va avoir ce fragment, donc un pic exactement centré sur la région qui est accessible. Mais cette région qui est accessible n'a plus d'histones maintenant. Justement, la région a été rendue accessible en enlevant les histones. Donc, quand on va marquer des protéines qui sont sur les histones, les histones, quand on va marquer des résidus qui sont sur les histones, on va marquer latéralement. Donc on va marquer à la fois de ce côté-là et de ce côté-là, mais pas au centre, puisqu'il n'y a plus de protéines histones. D'accord ? Donc on va pouvoir, en comparant les deux types de pics, de façon très précise, on va pouvoir effectivement avoir un niveau de sécurité dans l'interprétation, parce que si on voit
qu'on a effectivement ce type de profil pour l'attaque sec et ce type de profil pour une modification de la chromatine, on sait qu'on est vraiment sur une région intéressante. Il y a tout de même quelque chose de trivial, mais que je pense qu'il faut vraiment s'en souvenir quand on parle de ces modifications épigénétiques, c'est que ce sont des profils qui sont spécifiques aux cellules, aux tissus, et qui varient. Donc on n'est pas dans une structure génomique, hein, et ces modifications épigénétiques, leur valeur et leur problème, c'est que justement elles peuvent varier même de cellule en cellule. Laissez-moi vous montrer une comparaison. Là encore, c'est peu important de savoir où nous sommes dans le génome, c'est une partie du génome. Là encore, c'est à peu près la même taille, c'est une centaine de à peu près une demi-mégabase, quelques centaines de kilobases. Et vous voyez ici les datas, des vrais datas, avec un profil attaque sec. Donc vous voyez que chaque fois que vous avez ces pics-là, eh bien, ça peut signifier qu'à cette région-là, la chromatine est ouverte. Il y a quelque chose, il y a accessibilité. Et puis en dessous, vous voyez un profil d'une protéine particulière qui est là parce qu'elle régule l'expression d'un gène particulier, peu importe lequel. Et vous voyez donc que, rapidement, c'est un sous-ensemble des pics du haut. Évidemment, parce qu'il y a beaucoup de régions qui sont accessibles, ouvertes, sur lesquelles cette protéine n'est pas liée, parce que la séquence d'ADN n'est pas la bonne. Par contre, généralement, partout où cette protéine est liée, eh bien, vous voyez qu'il y a un pic attaque sec. Donc ça veut bien dire qu'en fait, c'est significatif. Donc en même temps que cette protéine est liée, eh bien, il y a un espacement de la chromatine qui fait que cette protéine est liée. Donc ça correspond bien. Parfois, vous voyez ici une situation assez particulière où vous avez liaison de la protéine, mais vous n'avez pas de pic attaque sec. Alors ce genre de situation qui est assez rare, en fait, là je ne parle pas pour cette situation particulière, mais cette configuration, parfois reflète ce qu'on appelle une protéine pionnière, c'est-à-dire une protéine qui est en train d'ouvrir la chromatine. Un des premiers éléments, une sorte d'avant-garde qui va aller reconnaître, avec des particularités très spécifiques, va reconnaître une séquence et qui va aller commencer à ouvrir. Mais avant qu'elle ouvre, on va avoir une liaison, que vous voyez là, mais on ne va pas encore avoir de profil attaque sec. Alors je ne mentionne pas ça en particulier pour ce profil-là, mais disons ça identifie le début de la réaction, le début d'une liaison, d'une mobilisation d'une séquence enhancer. Alors, bien entendu, il y a une question qui est très critique quand on compare ces profils, c'est que rien ne nous dit finalement que ce pic que vous voyez là est observé dans les mêmes cellules que le pic attaque sec que vous voyez là. Parce que ces profils sont générés à partir de 10 000, 100 000, 1 million de cellules. Donc on pourrait très bien chercher la petite bête et dire, ben non, il y a 50% des cellules qu'on a dans notre jus, ben ils ont ce pic ici, et puis 50% des cellules qui sont dans notre jus, elles ont ce pic ici, mais ça ne correspond pas. Et en fait, on ne peut pas argumenter. On ne peut pas argumenter la contre. Alors on peut augmenter le niveau de confidence par toutes sortes d'approches, mais formellement, ça reste toujours une possibilité, parce que beaucoup de ces approches, les ChIP-seq, les attaques-seq, etc., que je vous ai présentées, sont faites à partir de X milliers de cellules, groupées ensemble. Et la seule façon, évidemment, de se sortir
de cette question, c'est de travailler au niveau de la cellule unique, soit pour une approche particulière, ce qui a été fait depuis quelques années, soit où on commence à mélanger des approches différentes en utilisant une seule cellule, ce qui est très compliqué, et ce qui est aussi ce qui commence à être fait aujourd'hui. Mais même au niveau d'une cellule, c'est compliqué de tirer des conclusions de ce genre, puisqu'une cellule, elle a une vie, elle a une activité mitotique, et comme on le verra pour les structures de la chromatine, on n'est jamais sûr que toutes les cellules sont... Enfin, on est sûr que les cellules ne sont généralement pas synchronisées, donc on regarde des états mitotiques différents, etc., etc. Alors, comment essayer de combiner ces approches et d'avoir deux readouts, donc deux types de datasets pour une cellule? Alors, pour l'instant, on sait le faire avec deux approches, qui est l'approche attaque sec, et c'est pour ça que j'insistais en fait tout à l'heure sur le fait que l'attaque sec ne demande pas de fixation, ne demande pas de destruction, en fait. Donc, on peut faire une attaque sec en gardant sous le coude quelque chose d'autre. Quelque chose d'autre, ce sont les ARN. Donc, en principe, on peut faire une attaque sec et puis, à un moment, aller récupérer les ARN de cette cellule. Ce n'est pas simple, mais ça se fait. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui une approche multi-home ou multi-omics. Alors, pour faire cela, il faut, je vous rappelle en quelques minutes comment on fait des attaques secs ou des séquences d'ARN au niveau unicellulaire, en utilisant une seule cellule. Et là aussi, je vous en ai parlé ces dernières années. On utilise surtout des technologies de microfluidique, en fait, et ça se passe un peu de la façon suivante. Alors là, j'ai mis en rouge noyau, parce que pour des raisons probablement de pénétration du transposon, etc., il faut démarrer avec des noyaux, non pas avec des cellules. Donc, purification de noyaux, et on va envoyer dans un système microfluidique un noyau par un noyau, un seul, et ce noyau va rencontrer une bille, une sorte de bille de gel, qui contient en fait un code barre. Chaque bille ayant un code barre différent, bien entendu. Et donc ces billes vont être entraînées dans un milieu dans lequel on va pouvoir faire la réaction attaque sec. Et puis les fragments d'ADN qui seront produits par cette réaction attaque sec vont être marqués par ce code barre. Donc ça, c'est le principe très général. Ça veut dire qu'à la fin, quand vous amplifiez, tous ces fragments attaque sec, peu importe, vous les mettez tous ensemble, on va séquencer cette librairie et l'ordinateur va pouvoir classer toutes les séquences qui ont le même barcode, le même code barre, sont toutes des séquences qui viennent de la même cellule. D'accord ? Donc on va pouvoir avoir un profil attaque sec par cellule. Maintenant, dans ce jus vont rester les ARN. Donc la question, c'est est-ce qu'on peut les récupérer ? Et les ARN, vous vous souvenez, je vous en parlais la semaine passée, on va pouvoir également faire des séquences d'ARN au niveau cellulaire, des single-cell RNA-seq, en utilisant une propriété qui est très connue depuis 40 ans, qui est donc la transcription inverse. C'est-à-dire qu'à partir d'un ARN, vous voyez là, on va pouvoir, en mettant des amorces, amplifier un brin d'ADN qu'on va amplifier de façon en retour. Donc on va avoir un ADN double brin à partir d'un ARN. Donc on va pouvoir le séquencer exactement de la même façon qu'on va séquencer les morceaux d'ADN qui sortent de l'attaque sec. C'est pareil.
Et donc on va pouvoir en même temps construire une librairie d'ARN qui sera également taguée par le même code barre, puisque ce sera dans le même environnement. D'accord ? Donc on va terminer en ayant les noyaux ici, réaction attaque sec, ensuite séquençage de l'ARN, on va terminer avec 2 librairies amplifiées que l'on va pouvoir distinguer avec un truc, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais qui les deux auront le même code barre par cellule. Donc on va avoir d'un côté un profil par cellule, un profil attaque sec, et pour la même cellule, on va avoir une librairie d'ARN. D'accord ? Ça, c'est extrêmement puissant. Alors, il y a un problème avec cette approche, c'est, vous voyez ici, c'est pour ça que j'avais entouré ce noyau en rouge, c'est qu'en fait, puisque l'on commence avec des noyaux, on ne va récolter que l'ARN qui est nucléaire. Alors, on trouve de tout, évidemment, dans le noyau, avant que l'ARN soit transféré dans le cytoplasme, mais on va tout de même perdre passablement d'ARN messager, puisqu'on ne peut faire cela qu'avec des noyaux. Donc, les ARN qui sont dans le cytoplasme, ils sont perdus, d'entrée. Okay ? Alors, à quoi ça sert ? Bien, évidemment, c'est cette approche multi-omique. Imaginez si on pouvait faire ça avec 3-4 paramètres. Imaginez si pour une cellule, on pouvait avoir la présence d'une protéine, la présence de pic attaque sec, la configuration chromatinienne, etc. Là, on commencerait à être proche de pouvoir comprendre ce qui différencie une cellule de l'autre. Évidemment, il y a encore énormément de travail à faire pour arriver à ce niveau-là. Mais déjà, avec ces 2 paramètres, on peut poser des questions extrêmement intéressantes. Et j'illustre ça avec cette image que j'ai prise du site de 10x Genomics, en fait. Une fois que vous avez les librairies d'ARN, eh bien, vous pouvez faire du clustering, on en a discuté à maintes reprises. Vous voyez sur la gauche UMAP. En fait, chaque point que vous voyez là, chacun de ces points, c'est une cellule, un noyau, je devrais dire. Chacun de ces points est un noyau, finalement. D'accord. Et puis, ces points, ils se regroupent en fonction de la similarité de leur contenu en ARN. Donc, vous voyez ici, par exemple, alors il s'agit ici d'une lignée qu'on trouve dans le sang. On a des monocytes ici, enfin, peu importe. Mais vous voyez qu'ici, on a des cellules qui sont très similaires. Ici, on a des cellules qui sont très similaires. Ces cellules, elles sont colorées en fonction de ce qu'elles sont, de leur identité. Hein. Donc, vous voyez là, on a des monocytes, des cellules T, mémoire, etc., etc. Ces différentes couleurs-là signifient que vous avez ici une population de cellules qui ressemble plus à celle-ci qu'elle ne ressemble à celle-ci. Hein, c'est vraiment un UMAP classique qu'on a discuté vraiment à beaucoup de reprises. Bon. Maintenant, on sait que dans le développement de cette lignée cellulaire, il y a beaucoup de facteurs protéiques qui sont très importants, dont un que vous voyez ici c'est une protéine qui s'appelle NFE2L2, qui est donc une protéine qui est codée par le gène NFE2L2. Et on peut interroger ce UMAP, cette database, en disant dans quelle cellule, dans quel noyau, trouve-t-on cette protéine ? Hein ? Dans toutes ces cellules-là, où trouve-t-on cette protéine ? C'est-à-dire, où trouve-t-on l'ARN de ce gène qui par inférence, la protéine ? Eh bien, ici, vous avez le résultat. Vous voyez qu'on en trouve, c'est très poivre et sel, en fait, on en trouve à peu près partout.
pas dans toutes les cellules, mais dans tous les types cellulaires. On se dit c'est quand même curieux parce que c'est un facteur qui est utilisé pour la différenciation de ces cellules. C'est curieux qu'on le trouve partout, tout de même. Ce facteur, il lie une séquence d'ADN que vous voyez là, qui est une séquence, peu importe laquelle, mais c'est une séquence assez spécifique. Donc on sait que c'est cette séquence d'ADN qui est liée par ce facteur. D'accord ? Donc la question suivante, on laisse tomber maintenant l'ARN et on rentre dans le dataset ATAC-seq. Et on se dit, dans tous les pics ATAC-seq qu'on trouve dans chaque cellule, puisqu'on a une librairie par cellule, quelles sont les cellules, les noyaux, qui, dans les pics ATAC-seq, ont cette séquence de liaison. C'est-à-dire, quelles sont les cellules qui ont ouvert un site spécifique pour cette protéine. Et vous voyez le résultat sur la droite. Et là, c'est beaucoup plus spécifique. On voit que c'est pratiquement que dans ce type de cellules, qui sont des monocytes. Donc ça veut dire qu'en fait, bien que cette protéine soit partout, dans ces cellules, elle n'est active, elle lie l'ADN que dans une sous-population de ces cellules. Et c'est ce genre de choses que l'on peut faire avec ces approches qui mélangent deux types de readouts. C'est une méthodologie qui est extrêmement puissante et en fait, si l'on regarde un peu, si l'on recule et qu'on regarde un peu ce qui s'est passé ces dernières années sur la construction de trajectoires de linéage cellulaire par l'analyse des ARN, j'en ai parlé l'année passée, souvenez-vous, ce genre de UMAP qui sont absolument extraordinaires. Ce que vous voyez là, en fait, c'est une voie de différenciation de cellules qui est reconstruite par l'analyse des ARN spécifiques à chaque cellule. C'est du single-cell RNA-seq. Et ce que vous voyez, c'est que vous avez au centre ici des cellules souches qui vont soit partir de ce côté, soit partir de ce côté. Quand elles partent de ce côté, elles vont donner des dérivés neuraux. Quand elles partent de ce côté, elles vont donner des dérivés mésodermiques, musculaires. Comment est-ce que je peux savoir, comment est-ce que je peux vous dire qu'elles partent ici, qu'elles partent là, plutôt que ça part d'ici, ici, etc. Comment est-ce que l'on peut déduire le sens de ces différenciations cellulaires? Eh bien, ça s'est fait par une comparaison des différents états de maturation des ARN, qu'on appelle RNA vélocité, peu importe finalement. Mais ce que j'aimerais vous montrer, c'est qu'on arrive à construire ces vecteurs, où on voit en fait que ces vecteurs vont dans cette direction à partir de là, et partent ici dans cette direction à partir de là. N'est-ce pas? Alors je vous montre cette image parce qu'on peut imaginer, dans quelques années, ce n'est pas encore vraiment le cas maintenant, mais on pourrait imaginer qu'on puisse superposer à ce type d'image. Cette image, qu'est-ce qu'elle veut dire? Elle veut dire que cette cellule souche ici va d'abord se différencier dans ce type cellulaire, puis ce type cellulaire, puis ça va partir à gauche, ça va partir à droite, etc. Donc on peut reconstruire, grâce au contenu en ARN, les trajectoires de linéage de ces cellules. D'accord? Imaginons dans quelques années que l'on puisse superposer à ces profils des profils ATAC-seq complets. Ce serait tout à fait extraordinaire. On pourrait savoir, par exemple, qu'est-ce qui se passe ici à cette transition-là, dans ces cellules? Quels sont les facteurs qui vont être disponibles? Quelles sont les séquences qui vont s'ouvrir? Qu'est-ce qu'on trouve comme séquence de liaison à l'intérieur? Quels facteurs vont se lier? On pourrait arriver à une conclusion, on y arrivera, je pense, encore peut-être quelques années, où on pourra se dire, voilà, dans ces cellules-là vont arriver des facteurs pionniers qui vont ouvrir X milliers de sites pour que tel facteur arrive et pousse la différenciation dans cette partie-là, etc., etc. C'est ça le but, c'est ça l'enjeu de ces technologies. Voilà.
J'aimerais passer maintenant à la dernière technologie que j'aimerais vous présenter, qui est une autre façon potentielle d'aller rechercher les séquences enhancer de façon fonctionnelle, et qui consiste donc à regarder la structure de la chromatine, comment la chromatine est organisée dans l'espace. Là encore, c'est une méthodologie à très haut débit qui contient toutes sortes de variantes. Je ne vais pas vous ennuyer avec cela. Je vous remontre cette image ici que j'aime beaucoup, que j'ai pris d'une collègue qui s'appelle Marieke Houdelard, qui montre un peu ce que l'on pourrait trouver si on avait l'occasion d'ouvrir un noyau comme on ouvre un œuf, en fait. Et j'aimerais insister vraiment, en montrant cette image, qu'on ne peut pas, une minute, imaginer que ce repliement soit de nature stochastique. Pour des raisons fonctionnelles qu'on vient de discuter, parce qu'on doit ouvrir certaines régions à un temps t, etc., parce que certaines régions doivent être proches d'autres régions, on a cet enroulement multiple, ce type d'enroulement multiple, qui permet en fait d'avoir ce condensé de polymères d'une façon qui n'est pas du tout stochastique, qui est extrêmement bien organisée. Alors comment est-ce que l'on peut visualiser cette organisation ? Là encore, une technologie développée il y a maintenant une quinzaine d'années, essentiellement par Nancy Kleckner et Job Decker. Et l'idée est assez simple finalement, c'est que quand on regarde toute cette situation extrêmement compliquée, si elle n'est pas organisée de façon stochastique, il va y avoir des contacts qui seront préférentiels. Si c'est organisé n'importe comment dans chaque cellule, on n'aura pas de contact préférentiel. Si c'est toujours la même organisation, on aura toujours ce petit morceau ici de chromatine qui sera proche de ce petit morceau de chromatine. Ce n'est pas le cas, évidemment, mais c'est ça l'idée de départ. Alors, comment est-ce que l'on peut visualiser ces contacts ? Mais finalement, c'est assez simple. Imaginez que vous avez une molécule de chromatine, un morceau de chromatine avec ici quelque chose qui fonctionne ou qui ne fonctionne pas, peu importe, mais avec un contact, une proximité entre ces deux morceaux de chromatine. Eh bien, on peut encore une fois faire un cross-linking, comme je vous montrais tout à l'heure, c'est-à-dire comme des protéines vont se trouver là, on va pouvoir fixer ces protéines à l'ADN pour que ça reste en contact cette fois, que le contact ne soit pas supprimé. Et puis, une fois que c'est fait, on va couper l'ADN en des morceaux multiples, avec des façons multiples, peu importe. Comme on coupe l'ADN, on va isoler ce morceau-là avec ce contact-là, qui aura deux morceaux d'ADN coupés, que vous voyez là. Alors maintenant, ici est transformé en bleu, j'ai mis deux rouges, mais maintenant il y a un rouge et un bleu, peu importe. Ces deux morceaux d'ADN, en fait, le rouge et le bleu, ils viennent d'endroits très différents. Ils peuvent venir même de chromosomes différents. C'est simplement deux morceaux qui étaient en contact, à un moment donné, dans des cellules données. On va pouvoir recouper ces fragments, éventuellement, et puis mettre de la ligase, une enzyme qui va recoller les morceaux. Et donc, ce qu'on va faire, c'est produire une petite molécule ronde où le bleu sera collé au rouge. Une fois que vous avez cette petite molécule ronde, avec un petit truc, on va pouvoir l'amplifier. Et puis, ça va donner une molécule d'ADN, qu'on va amplifier par PCR. Et quand on va séquencer ces librairies, eh bien, on va séquencer deux morceaux d'ADN qui auront des provenances très différentes. Donc, on saura que ce morceau-là a été, dans certaines des cellules qu'on a utilisées, était à proximité de ce morceau-là. D'accord ? C'est en fait relativement simple.
ce qui est vraiment important de comprendre dans cette technologie, c'est que ça reflète une probabilité. Quand on voit un contact, c'est toujours des cartes de probabilité. Ce n'est pas que ce contact est fait, qu'on trouve dans 100% des cellules, c'est qu'on a une probabilité que ces deux séquences d'ADN soient à proximité l'une de l'autre, qui est plus élevée que deux séquences d'ADN qui ne sont pas à proximité l'une de l'autre. C'est ça l'interprétation. Alors, il y a plusieurs variantes. Je vous ai mis en haut 3 variantes, 3C, 4C, Hi-C. 3C, pourquoi? Parce que c'est une capture de la configuration chromosomique. 3C. À l'origine, cette méthode 3C permettait de poser la question suivante. Je compare A avec B. Donc j'ai une séquence d'ADN que je connais, une séquence d'ADN que je connais, et la question c'est est-ce qu'elles sont en contact? Méthode 3C. Quelques années plus tard, première amélioration de cette méthode, où on passe au 4C, on a une séquence d'ADN, et puis on dit quelles sont toutes les séquences d'ADN dans le génome qui contactent cette séquence particulière. C'est ce qu'on appelle un point de vue. Donc on se pose par exemple sur un enhancer, on se pose sur un enhancer et on dit cet enhancer, quelles sont toutes les séquences du génome avec lesquelles il va à un moment donné interagir. Et puis assez rapidement vient la technique du Hi-C qui est tout contre tout. Finalement, ce qu'on aimerait savoir, c'est toutes les séquences qui sont en contact avec toutes les séquences. Voilà. Alors, si on fait cette approche de Hi-C, qui vraiment est l'approche, et c'est dérivé aujourd'hui, qui est l'approche la plus populaire, on va obtenir des profils de ce genre. Et ça a été un peu une surprise, où on a en fait un profil en pyramide. Ici, vous avez une partie du génome qui est de quelques mégabases, et ces pyramides, en fait, elles illustrent des régions de la chromatine dans lesquelles la probabilité d'avoir des contacts est élevée. Vous voyez ces bins, ces petits carrés, ça veut dire que cette séquence ici d'ADN, tac, 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 contacte relativement bien cette séquence d'ADN. Pourquoi ce bin est plus rouge? Simplement parce que la séquence d'ADN a plus de rides. Si vous avez deux séquences qui ne sont pas en contact, vous n'aurez pas de séquence d'ADN à la fin. Si vous avez deux séquences qui sont toujours en contact, vous allez produire beaucoup de ces petits cercles que je vous montrais. Donc vous allez avoir beaucoup de séquences d'ADN. Donc à la fin, quand vous lisez votre dataset, vous avez une force de contact qui est en fait reflétée en quelque sorte par la quantité de lecture de fragments d'ADN qui correspondent à ces deux régions. C'est ça le truc. Donc vous voyez ici, par exemple, là, il y a un bin qui est très rouge, ça veut dire qu'il y a un très bon contact entre ça et cette région-là. Je vous mentionne ce bin-là parce que vous voyez que cette séquence d'ADN-là, qui est très occupée à contacter cette séquence-là, eh bien, en fait, elle ne contacte pas du tout ce qui est sur sa droite. Vous voyez, ici, il n'y a aucun contact, ici, sur cette partie, sur cette partie. Alors, il y en a quelques-uns dans la vraie vie. Mais ça veut dire que la chromatine est organisée en sorte de globules, des domaines, qui ont une taille à peu près de 1 mégabase. Et souvenez-vous, c'est le troisième type d'enroulement dont je vous montrais au début, en fait. Et si on regarde à peu près sur ce schéma-là, on voit où on peut positionner en quelque sorte cet enroulement. Vous avez ici le noyau. Dans le noyau, vous avez déjà une ségrégation
pour les chromosomes, en domaine chromosomique. En fait, les chromosomes ne sont pas mélangés dans le noyau, très peu. Ils occupent des domaines qui sont relativement distincts. Et puis, à l'intérieur d'un domaine chromosomique, vous allez avoir des grands domaines qui correspondent avec ce qui est actif, ce qui est inactif. On appelle ça les compartiments. Et puis, si vous allez dans un compartiment et que vous regardez l'enroulement qui est dans ce compartiment, ben vous allez tomber sur ces microdomaines ici, qu'on appelle des TAD, des domaines associés de façon topologique, je ne sais pas exactement comment traduire ça, qui sont en fait ces triangles que je viens de vous montrer. Ces triangles, en fait, ils peuvent être de différentes natures. Je vous montre ici. Vous pouvez avoir certains triangles qui n'ont pas vraiment de signal en haut. Et vous avez d'autres triangles ici qui ont un signal en haut. Et comme on va le voir, en fait, ça correspond à des topologies chromatiniennes un peu différentes. Si vous avez, par exemple, j'ai pris ici un exemple de chromatine. Si vous avez un domaine qui est comme ça, eh bien vous allez avoir un ensemble de contacts qui va être relativement homogène. Donc vous n'aurez pas particulièrement de contacts sur le point du haut. Imaginez maintenant que vous avez un domaine chromatinien qui fait une grande boucle, quelque chose comme ça. Ici, vous allez avoir un contact qui va être avec beaucoup plus de probabilité, vous allez en avoir ici, ici, ici. Ce contact-là, c'est ces deux séquences-là, c'est le bin que vous voyez en haut. D'accord ? Donc ça vous permet, cette analyse assez simple en fait, ça vous permet déjà de dire que vous avez une structure, regardez ici par exemple, ce domaine ici, vous avez probablement une structure ici qui est en loop, en boucle, alors que ici, si vous regardez ce TAD ici, vous voyez qu'il est très homogène. Il est comme ça. D'accord ? Donc on peut déjà faire des différences, des appréciations sur la topologie de ces TAD. Ici, sur cet exemple, vous voyez qu'entre ces deux TAD, donc ça veut dire entre ces deux domaines qui, entre eux, n'ont pas vraiment d'interaction. Vous voyez, cette région-là, elle est vide, on a peu d'interaction. Il y a beaucoup d'interactions là-dedans, il y a beaucoup d'interactions là-dedans. Entre ces deux domaines, ici, vous avez un gène. Et vous voyez tous ces points-là. Et ces points sont des points de contact entre ce gène et des séquences qui sont en amont. Et donc, on peut se poser la question, est-ce que ces séquences en amont pourraient être des séquences régulatrices ? On peut prendre cette région et faire ce que vous voyez sur le haut. Regardez une acétylation de la lysine 27, dont je vous parlais tout à l'heure, et vous voyez que ce gène ici qui est actif, c'est celui qui correspond à cette boîte-là, ici. Eh bien, en amont, ici, vous avez des pics d'acétylation qui correspondent à des séquences enhancers. Donc, dans ce cas particulier, on a une correspondance entre une marque épigénétique et une activité enhancer. En fait, on peut prendre un de ces pics, ici, qui correspond à cette flèche-là. Donc, vous regardez le contact entre cette séquence-là, tac, 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 vous redescendez là, ici, cette séquence-là, c'est une de ces séquences ici. Rentrer dans un système d'enhancer, faire un transgène chez la souris, et vous voyez cette expression absolument magnifique dans le bout des pattes. Ça veut dire que cette région-là est un enhancer qui fonctionne sur ce gène-là et qui a une spécificité bout des pattes, doigt avant, orteil et doigt. D'accord ? Alors, il y a un autre élément qui est extrêmement intéressant lorsque l'on regarde simplement la comparaison entre le profil d'acétylation que vous voyez en haut
et la topologie de la chromatine que vous voyez en bas. Parce que regardez sur la droite, ici, il n'y a pas grand-chose, ici. Donc en fait, ce TAD-là, ce grand TAD, est un TAD inactif, qui, dans ce cas particulier, dans ces cellules, à ce stade, ne fonctionne pas. Alors que, regardez sur la gauche, en fait, toute cette activité massive d'acétylation correspond exactement à la taille de ce TAD. Donc, il semble que ces domaines chromatiniens définissent des domaines d'activité fonctionnelle. Ce n'est pas vraiment une séquence à l'intérieur qui va s'allumer, c'est le TAD entièrement qui va être considéré comme ayant une activité fonctionnelle. Donc ces domaines chromatiniens, ces TAD, semblent en fait déterminer des grands domaines de régulation. Alors évidemment, on a ici un vrai problème de causalité. Et c'est une question qui n'est pas souvent soulevée dans le milieu. Je dois dire, on essaie plutôt de l'éviter, parce qu'il y a deux façons de voir le système, finalement. On peut dire, ces domaines chromatiniens sont génériques, parce qu'ils le sont, en fait, on les trouve pratiquement dans tous les types cellulaires. Donc ce ne sont pas ces domaines qui fixent les spécificités de régulation, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Donc on peut dire que ces domaines sont là pour diriger, pour restreindre l'activité d'enhancers promoteurs. Vous vous souvenez, on posait la question la semaine passée, comment un enhancer qui est là, ici, comment cet enhancer va choisir d'aller sur ce gène-là plutôt que sur un gène qui est ici? Comment un enhancer qui est ici, tout au bout, là, va plutôt travailler sur ce gène que travailler sur un gène qui est juste à côté, dans un TAD différent? Eh bien, certains collègues vont vous dire, c'est à cause de l'architecture, en fait. C'est parce qu'on a cette architecture chromatinienne que des enhancers vont être dirigés, vont être contraints de travailler sur des gènes qui sont dans ces domaines chromatiniens. Bon, mais on peut aussi dire l'inverse. On peut aussi dire, c'est parce que cet enhancer, ici, est très affin pour ce gène, pour des raisons X ou Y, cet enhancer va contacter ce gène et en faisant ça, va créer un TAD. Donc la question n'est pas aussi simple que ça, mais l'importance de ces TAD, l'importance de ces domaines dans la régulation génétique, ou l'importance de la régulation dans la formation de ces domaines, c'est encore une question qui est relativement discutée dans le domaine. Il y a un élément qui est très important, qui parle en faveur de la première explication, donc on aurait vraiment des structures au sein desquelles les régulations se passeraient, c'est évidemment le fait que ces domaines sont génériques. Et c'était une des surprises lors des premières publications en 2013, où les collègues se sont aperçus qu'en fait, qu'on regarde des cellules neurales, qu'on regarde une cellule musculaire, qu'on regarde, etc., finalement, la chromatine, ces domaines chromatiniens, sont très conservés. Ils sont très conservés entre les espèces aussi. Donc, ce n'est pas vraiment ces domaines qui semblent être mis sur pied par des régulations, mais plutôt des régulations qui, en fait, profiteraient de cette proximité chromatinienne pour pouvoir travailler sur les gènes cibles. Vous voyez ici un exemple de ça. Vous avez ces trois domaines que je vous ai déjà montrés ici, ces trois TAD. Et puis en fait, ces trois TAD peuvent être représentés comme des domaines chromatiniens au sein desquels ces régulations sont actives, inactives, etc. D'accord ? Donc ça change un peu, ça rajoute en quelque sorte une couche dans la façon dont nous voyons la régulation génétique. Ça rajoute une couche de topologie chromatinienne, en fait. On se dit, voilà, on avait
dans les années 70, un promoteur, un gène. Bon. Après, dans les années 80, souvenez-vous, Walter Schaffner, un enhancer à distance qui arrive à contacter un gène. Et puis aujourd'hui, on se dit, ben voilà, tout ça, c'est à intégrer dans un domaine chromatinien qui facilite en fait ces contacts. Une question super importante, bien sûr, c'est celle que je mentionnais déjà tout à l'heure. Ces domaines topologiques, en fait, sont des produits in silico. Ce qu'on voit, c'est une illustration informatique d'un phénomène qui se passe au niveau de la chromatine. Mais pour obtenir ces profils, pour obtenir ça, on utilise, là encore, 10 000, 100 000, 1 million de cellules. Donc, on ne peut pas savoir si toutes les cellules ont la même configuration. Quand je vous dis que cette configuration est générique, qu'on retrouve ces tas dans toutes les cellules, on retrouve la moyenne de toutes les configurations dans toutes les cellules. Ça ne veut pas dire que toutes les cellules ont le même pourcentage de configuration. Ce que je veux dire par là, c'est que ce contact ici, très fort, peut-être qu'il ne se passe que dans 30% des cellules. On ne peut pas le savoir. Et puis, admettons qu'un contact se passe dans 10% des cellules. Est-ce que le contact est fonctionnel ou pas fonctionnel? Alors la tendance, et vous verrez, je vous montrerai la semaine prochaine un extrait d'une publication qui dit on a 80% de contact, 10% de contact, on a seulement 10% de contact. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que la transcription, est-ce que l'activation d'un gène a besoin d'un contact permanent? Auquel cas, on aurait un bin très fort ici. Peut-être 80% des cellules, il y a un contact. Ou bien on peut imaginer un système où l'enhancer vient déposer, contacter, et puis repart. On peut même imaginer un système où la présence de l'enhancer proche du promoteur n'est pas du tout rentable. Ça va ramener des grosses protéines, donc on peut imaginer que l'enhancer va arriver, donner un kick, on verra à quoi ça correspond, le kick, loader avec des protéines, et partir. Donc on ne peut pas savoir quelles sont les configurations productives pour l'instant, parce qu'on ne peut pas faire ça au niveau cellulaire. Vous voyez le problème. Et même, projetons-nous dans le futur où on arrive à avoir ce profil pour chaque cellule. À quel moment? À quel moment du cycle cellulaire? Et puis si on avait un profil ARN, c'est un profil d'ARN messager. Ça ne nous dit pas que la transcription fonctionne. Il y a une très grande différence entre une transcription qui fonctionne et la présence d'ARN messager. Vous avez encore de l'ARN messager bien après que la transcription se soit arrêtée. Donc, plus on rentre dans les détails de ces approches, en fait, plus on s'aperçoit qu'on rencontre des questions, des problèmes qu'on a réussi à éviter jusqu'à présent, parce qu'on travaillait sur des millions de cellules, mais là, il faut absolument commencer à traiter. Ces domaines ne sont tout de même pas des inventions bioinformatiques. On peut les voir. Alors, c'est de l'ordre de, vous vous souvenez, de quelques centaines de nanomètres. C'est extrêmement difficile à voir en microscopie classique, mais on peut les voir en utilisant de la microscopie à haute résolution, je vous en parlerai la semaine prochaine, qui est une microscopie relativement récente. Dans ce cas particulier, je vous montre une étude qui avait été faite dans mon laboratoire il y a quelques années. Je dois vous dire aussi que ça a été fait intégralement par une collaboration avec Suliana Menley à l'EPFL, qui est une experte en microscopie à super résolution, du genre STORM, qui est une des façons de regarder ça. Et en fait, ce que l'on peut faire ici, c'est de couvrir cette région avec des petits marquages qui envoient des photons, etc., de couvrir cette région avec d'autres marquages, et puis on peut même couvrir la région intermédiaire, là, entre deux TAD, avec d'autres marquages. Et quand vous implémentez cette microscopie à super résolution,
vous avez ce résultat sur la gauche, ici, où ce que vous voyez, c'est un noyau, c'est une partie d'un noyau. Une partie d'un noyau. Et donc, vous avez ici un allèle, et là, l'autre allèle. Hein? Donc, les deux copies de l'ADN. Hein? D'accord? Notez en passant, je vous parlais de différences le long de la progression mitotique pour ces configurations. On ne pourrait pas faire une différence s'il y a une différence allélique. Hein? Si les deux allèles ont des configurations chromatiniennes différentes, on ne peut pas le voir. On ne pourra même pas le voir lorsqu'on arrivera à faire une résolution au niveau cellulaire, parce qu'on a deux copies de chaque locus. Mais ce que vous voyez là, en fait, c'est tout à fait étonnant, c'est que ce TAD en fait, est visible comme une entité ici. Ce TAD est également visible comme une entité. Vous voyez qu'ils sont relativement bien séparés. Alors évidemment, il y a tous les problèmes de résolution optique et tout. Je ne suis pas entièrement persuadé que ça reflète exactement la réalité de ce qu'on voit au niveau de la chromatine, mais ces domaines sont quand même séparés. Vous voyez que le domaine ici, le gène qui est régulé, en fait, entre les deux, en vert, il sort en fait de ce... C'est assez intéressant quand on tilte un peu l'image, vous voyez sur cet allèle, on voit en fait que cette partie centrale là est en fait un peu à l'extérieur hein, de ces deux grands domaines de régulation. Alors lorsque l'on dit que ces contacts enhancer-promoteur sont favorisés, imposés par une structure, en fait, ce sont des mots. Mais comment ça se passe? Qu'est-ce qui fait qu'à l'intérieur même d'un de ces domaines de régulation, quand vous avez un enhancer qui est localisé à des centaines de kilobases de son promoteur, qu'est-ce qui fait que cet enhancer va pouvoir contacter cette séquence? Alors, il y a plusieurs façons de voir le problème. Vous voyez ici un petit schéma où on a un gène, un promoteur ici, avec un enhancer qui est très proche de ce promoteur, et puis un enhancer qui est très éloigné de ce promoteur. C'est des cas de figure qu'on rencontre vraiment très couramment lorsque l'on regarde la structure de ces paysages de régulation. Et en fait, le contact entre ce promoteur ici et cet enhancer 1 qui est proche n'a pas vraiment besoin de quoi que ce soit, d'aide particulière. Lorsqu'un enhancer se trouve proche du promoteur, il y a une question de probabilité, de proximité, qui fait que quand les facteurs arrivent, quand les enzymes arrivent, il y a automatiquement un contact qui se crée. On le verra un peu plus tard, en fait, c'est une situation qui est très commune dans ce que nous avons défini dans le premier cours comme étant des gènes de ménage, les housekeeping genes, hein, donc ces gènes qui fonctionnent tout le temps, partout, dans toutes nos cellules, où généralement les enhancers, quand ils existent, sont très très proches, voire même chevauchent les promoteurs. Par contre, dans les gènes de type développement, pléiotropique, etc., on a des enhancers qui sont très éloignés. Et pour que ces enhancers éloignés puissent contacter leur promoteur, il y a besoin d'aide, il y a besoin d'un mécanisme qui fait que progressivement, avec une certaine probabilité, ces enhancers vont contacter leur promoteur. Il y a différents mécanismes qui ont été proposés en fait. Le plus populaire est celui qui vraiment est en train de prendre le plus d'importance, c'est ce qu'on appelle l'extrusion de l'ADN et la formation de boucles. Et c'est un mécanisme qui paraît compliqué, mais en fait qui est très simple, qui est basé sur la capacité d'un complexe protéique très, très compliqué, qui s'appelle la coésine, qui est très important puisque c'est un complexe qui est mis en œuvre lors de la séparation de nos chromosomes, lors de la mitose, en fait. C'est donc une protéine qui est des protéines qui sont absolument fondamentales et qui ont une capacité supplémentaire qui est celle d'extruder l'ADN.
Ça fonctionne avec de l'énergie, de l'ATP, parce qu'elles ont une activité qui leur permet de faire ça. Et la façon dont ça fonctionne, c'est que vous avez ici un morceau de chromatine, vous allez avoir l'atterrissage de façon peut-être totalement aléatoire, l'atterrissage de cette coésine sur cette fibre de chromatine, et puis ces moteurs vont se mettre en action et on va avoir une extrusion de cet ADN pour faire une grande boucle jusqu'à ce qu'en fait cet ADN rencontre, ce complexe de coésine rencontre des éléments qui vont bloquer l'extrusion, et donc ça va fixer une taille de boucle. Et c'est pour ça que je vous avais pris cette ficelle, parce qu'on arrive relativement bien à visualiser ce qui se passe. Cette corde, si vous avez ici en vert un gène, le gène cible, vous avez deux enhancers, un qui est très proche et un qui est très éloigné. Cet enhancer très proche, il va fonctionner avec le gène. Il suffit d'apporter des protéines, la polymérase, du médiateur et tout, et c'est tellement proche que ça va fonctionner. Celui-ci, par contre, impossible. Et ce qui va se passer, c'est que cette molécule de coésine va arriver sur la fibre et va commencer à extruder, pour faire un grand loop. Ça extrude, et ici, il va y avoir un bloqueur. Donc ça bloque, proche du gène. Par contre, ça va continuer à extruder de l'autre côté, ça extrude, bloqueur. Mais regardez maintenant cet enhancer, il est à proximité du gène. D'accord ? Donc c'est en fait une façon de former ces boucles, une façon de rapprocher des éléments qui sont très éloignés. Alors je vous montre ça avec une corde, avec un mousqueton, mais il faut imaginer que c'est vraiment extraordinairement chaotique, parce qu'au moment où vous extrudez l'ADN, vous pouvez avoir une coésine qui arrive sur la boucle qui est extrudée, qui va extruder l'extrusion, etc. C'est vraiment le chaos total. Mais d'une façon probabilistique, il va y avoir des cas de figure où cet enhancer va être rapproché du promoteur. D'accord ? C'est ça l'idée. Alors j'aimerais terminer aujourd'hui en vous disant quand même quelques mots de la transcription, parce que je vous dis transcription, un enhancer qui se rapproche et puis ça démarre, mais qu'est-ce que ça veut dire au-delà des mots ? Quels sont les mécanismes qui font que d'abord un enhancer se rapproche de cette façon, mais qu'une fois que cet enhancer est proche, il va pouvoir démarrer la transcription. Alors je ne vais pas vous parler, vraiment en détail, je ne suis pas sûr que j'en serais capable, mais vous parler en grand détail des mécanismes vraiment fondamentaux de la transcription. Mais juste pour vous donner une idée, au niveau moléculaire, ça se passe en gros de la façon suivante. Vous avez encore une fois notre facteur pionnier, souvenez-vous, qui arrive. À ce moment-là, ici, il n'y a pas de signal attaque sec. Vous voyez pourquoi ? Parce que ces deux nucléosomes n'ont pas encore été écartés, donc pas d'attaque sec. Par contre, vous allez avoir ici potentiellement un signal chip sec, parce que vous avez une protéine qui est là, protéine pionnière. Cette protéine va commencer à écarter en amenant d'autres protéines qui sont des protéines capables de modifier la structure de la chromatine, etc. Et on va avoir une éviction de nucléosome, écartement. Là, vous allez maintenant avoir à la fois un signal attaque sec et un signal chip sec. D'accord ? Cet enhancer, il va devenir actif et il va donc y avoir, par exemple, au travers de ces loops que je viens de vous montrer, un rapprochement de cet enhancer d'un promoteur. Sur ce promoteur se trouve déjà, dans la majorité des cas, de la polymérase, c'est-à-dire l'énorme machinerie moléculaire qui va processer l'ADN pour en faire une molécule d'ARN. On a toujours eu l'impression qu'en fait, cette polymérase était flottante dans la cellule et puis qu'elle était recrutée, mais en fait, il se trouve que dans énormément de cas, cette polymérase est déjà au locus en état de pause.
elle est tranquille, elle ne fait pas grand-chose, elle a fait un tout petit ARN pour dire je suis là, okay, mais cette molécule est en pause, va attendre quelque chose. Qu'est-ce qu'elle va attendre quoi? Bien, va attendre justement le repliement, le contact de l'enhancer. Alors je vais peut-être sauter ça, le contact de cet enhancer ici, qui va aider à nucléer toute une série de facteurs, des facteurs de transcription qui sont génériques, qui ne sont pas spécifiques, et surtout un énorme complexe protéique qui s'appelle le médiateur, et qui porte bien son nom en fait, qui est un complexe qui va médier finalement le contact, la proximité entre l'enhancer et le promoteur. Quand on regarde ce schéma, en fait, c'est assez intéressant parce que vous voyez que la RNA polymérase 2, donc cette machinerie, on a 12 sous-unités chez les humains, hein, c'est vraiment un gros complexe protéique qui va donc tirer l'ADN au travers plutôt qu'avancer, hein, parce qu'on a toujours cette vue de la polymérase qui avance pour... Non, pas du tout. En fait, la polymérase, elle est là et puis en fait, elle tire, elle va produire un ARN. C'est un complexe protéine totalement générique. Dans toutes nos cellules, on a ces polymérases. Médiateur, toutes nos cellules. Tous ces facteurs, toutes nos cellules. Coésine, toutes nos cellules. Donc, la spécificité de transcription va être uniquement fixée par le contact de facteurs sur l'enhancer. Et c'est illustré ici dans cette image où on voit deux situations différentes avec le gène, ici un schéma du gène de l'albumine, et puis en dessous un schéma du gène de la cristalline, avec des enhancers ici, des enhancers ici. Ce qui se passe dans une cellule de foie, ce qui se passe dans une cellule de la lens, du cristallin. Voilà. Eh bien, vous voyez en fait que tous les éléments sont identiques, sauf les éléments qui vont se lier, ces petits facteurs-là, qui vont se lier aux enhancers. Et la raison pour laquelle ces éléments sont différents, c'est parce que les enhancers vont avoir des séquences différentes, qui vont donc recruter des facteurs différents. Toute la clé de la spécificité se trouve là-dedans. Tout le reste, c'est générique. Une fois que la transcription, une fois que ces facteurs sont liés, tout ce qui va se déclencher par la suite va se faire de façon identique, qu'on soit dans une cellule de muscle, une cellule de neurone, peu importe. D'accord. Donc le schéma final que j'aimerais vous montrer aujourd'hui, c'est un schéma que j'ai sorti d'une revue d'un collègue qui s'appelait Ali Shilatifar et qui, en fait, introduit un autre niveau de complexité. Je tenais à mentionner juste en passant, c'est que très souvent, les enhancers eux-mêmes sont transcrits. Très souvent, les enhancers sont transcrits par de la polymérase pour fabriquer un petit ARN qu'on appelle un EARN, enhancer ARN. Et dans un certain nombre de cas, la transcription des enhancers est nécessaire à former ce gros complexe de préinitiation qui va démarrer la transcription sur le gène. Alors ce schéma, vous voyez qu'il a l'air compliqué, en fait, qui est assez simple. On a un facteur pionnier qui arrive, qui sort des nucléosomes, éviction de nucléosomes. On va avoir la polymérase 2 qui est assise sur son promoteur tranquille en pause ici. On va avoir looping, contact de l'enhancer, proximité du promoteur. Cet enhancer va apporter des modificateurs d'histones. On va commencer à modifier les histones qui sont à proximité, comme je vous montrais tout à l'heure. Il va y avoir recrutement du complexe médiateur et il va y avoir démarrage de la pôle 2 et l'élongation. Donc c'est un processus qui est complexe, qui est encore beaucoup discuté. Il y a certaines étapes pour lesquelles tout le monde n'est pas d'accord.
en particulier la présence ici de ce qu'on appelle un complexe négatif, donc quelque chose qui empêcherait, tant que ce n'est pas prêt, on empêche la transcription de démarrer. Et puis, une fois que l'enhancer arrive, on va à la fois avoir une action positive, apporter quelque chose pour démarrer, mais également enlever un élément négatif qui était sur le complexe auparavant, qui empêchait la transcription de processer. Et puis là, on démarre avec ici la coésine qui va maintenir ce complexe, production d'un ARN. Ça, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Et puis, la prochaine leçon, en fait, on va parler justement de cette spécificité. Et ce que j'aimerais discuter, c'est quelle est la grammaire de ces enhancers. Est-ce qu'il y a une syntaxe particulière? Et vous verrez qu'il y a effectivement une syntaxe particulière. Il y a différents types d'enhancers qui sont construits avec des syntaxes différentes. Il y a différents... Alors, ce n'est pas des différents alphabets, c'est des différentes grammaires, en fait. Et je vous montrerai aussi qu'aujourd'hui, on peut utiliser des systèmes d'apprentissage profond pour essayer, en nourrissant ces apprentissages avec tous les datasets qu'on a obtenus jusqu'à présent, et en connaissant les spécificités de liaison entre les facteurs de transcription et des séquences d'ADN, on arrive aujourd'hui simplement, en lisant une séquence d'ADN, à sortir les enhancers et à estimer avec une probabilité relativement élevée leur spécificité de fonction. Quelque chose qui était totalement inenvisageable il y a encore une quinzaine, une vingtaine d'années, et qui aujourd'hui est en train de passer dans la pratique journalière, avec évidemment un espoir d'application future qui serait de pouvoir décider totalement in silico de produire des enhancers synthétiques qui permettraient, par des systèmes relativement peu invasifs, d'introduire quelque chose dans un corps, par exemple à des fins thérapeutiques, que l'on puisse contrôler avec une très grande précision dans quelle cellule cet enhancer va fonctionner, à quel moment il va fonctionner, et potentiellement, est-ce qu'on peut le déclencher de l'extérieur. Voilà, c'est de ça que je vais vous parler la semaine prochaine. Je vous remercie.